Bonjour chers chercheurs, chers doctorants, donc pour toute personne et bonjour à toute personne qui est intéressée à la méthodologie de recherche. Et donc aujourd'hui, nous commençons en fait un cycle de formation doctorale comme ça a été communiqué au niveau donc de la page de la Doctoral Academy. Nous allons commencer un cycle de formation doctorale en méthodologie de recherche et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la première étape. Nous allons voir dans ce qui suit les différentes étapes, mais aujourd'hui ça va être l'étape de la construction de l'objet de recherche et bien sûr quelle réponse pour quelle question. Et du coup, si on revient par rapport à ceux qui suivent nos cycles de formation, nous avons commencé et que vous allez trouver également au niveau de ma chaîne YouTube, donc de Professeur Eliachiwi Mariam, vous allez retrouver en fait le live sur la formation qui était relative au paradigme épistémologique. Donc cette première formation, nous avons en fait vu les principaux paradigmes épistémologiques donc qui influencent les choix faits donc par le chercheur dans sa démarche un peu de recherche de la connaissance. Et bien sûr, tout simplement, ceci est d'une importance qui est indiscutable, mais déterminer le paradigme épistémologique ne suffit pas. Il faut bien sûr concevoir et réaliser concrètement une démarche de recherche qui, bien sûr, émane de ce paradigme épistémologique et bien sûr une position stratégique et tactique doit être prise par le chercheur et bien sûr les choix méthodologiques s'en suivent et c'est vraiment la finalité de ce cycle de formation sur la méthodologie de recherche ou comment présenter le chemin concret de la recherche et bien sûr qui va permettre aux chercheurs de se positionner bien sûr stratégiquement et tactiquement au niveau de la méthodologie de recherche. Et bien sûr, tout simplement, il y aura, et nous allons le voir, différentes gammes de méthodes, différentes gammes de techniques dont peut disposer donc un chercheur dans chacune des étapes de sa recherche. D'accord ? Et du coup, cette pluralité des méthodes ne pose aucun problème aux chercheurs, surtout au niveau du positionnement épistémologique. Et puis il faut noter aussi, parce qu'on avait vu les différents paradigmes interprétativistes, positivisme et constructivisme, tout simplement, si on est dans un positivisme pur ou un interprétativisme pur, tout simplement, là on retrouve le chemin qui est propre à ces deux paradigmes parce que tout simplement, quand on est dans le positivisme pur, on est dans la déduction quantitative et si on est dans l'interprétativisme pur, on est dans une certaine, et même le constructivisme, on est dans une certaine induction qualitative. Et du coup, tout simplement, quand on est dans l'isolation, si vous vous souvenez, dans l'isolation du paradigme, tout simplement, c'est soit qu'on est en déduction, soit on est en induction. Et donc là, le chemin méthodologique, il est assez clair. Mais des fois, surtout quand on est dans l'intégration des paradigmes, tout simplement, ici, il y aura une multitude de méthodes à choisir et tout simplement, ce cycle de formation donc sera consacré aux étapes de la démarche de recherche, donc qui va commencer donc par rapport à aujourd'hui, par la construction de l'objet de recherche jusqu'à la communication des résultats. Donc nous allons finir donc la 10e étape et nous allons le voir. C'est la communication des résultats et comment en fait rédiger les résultats à travers une communication, un article. Et bien sûr, tout simplement, il y aura une pluralité des approches, des méthodes ou des techniques qui sont à la disposition de chacune des étapes. Et du coup, on revient un peu aux fondamentaux. Selon le livre de Tjetar sur la méthodologie de recherche, 4 étapes majeures de la recherche qui sont assez connues, donc qui commencent par l'identification du sujet, la préparation du plan de recherche ou du research design, la mise en œuvre et puis les résultats. D'accord ? Ça, c'est ce qui a été proposé par Tjetar. Et du coup, sur la base de ce schéma, bien sûr, nous allons modifier quelques étapes, d'accord ? Et bien sûr,
une petite modification dans la structure de chaque étape et bien sûr sera constituée par rapport au choix d'un chercheur en termes de décision, en termes de conception, c'est-à-dire de design de la recherche, puis par la réalisation, pour la réalisation, bien la mise en œuvre. Et du coup, tout simplement, la modification ou bien ce que nous allons voir tout au long de ce cycle, c'est en fait 10 étapes, au lieu de 4, mais plutôt 10 étapes avec chacune ses caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction de l'objet de recherche, c'est-à-dire quelle réponse conceptuelle pour quelle question. D'accord? Donc nous allons chercher un peu à comprendre les finalités, les types d'objets, les placements dans le temps, etc. de l'objet de recherche. Puis la deuxième étape, c'est l'adoption du raisonnement logique, on va dire, c'est-à-dire comment nous allons générer ou valider une réponse conceptuelle. Et là, c'est soit un choix, enfin l'induction ou bien la déduction, et on va voir tout ça dans les formations qui suivent. Puis l'étape 3, c'est le choix des données. Donc quelles données pour quel type de recherche? Est-ce qu'on va être dans une recherche théorique, une recherche empirique? Donc, et c'est par rapport aussi à la nature et aux sources de données. Cinquième étape, ou bien quatrième étape, excusez-moi, c'est la recherche empirique ou bien le choix d'approche. Bien sûr, qui émane des choix des données. Soit on va être en profondeur, c'est-à-dire une approche qualitative, ou par dénombrement, c'est-à-dire une approche plus quantitative. Puis bien sûr, une fois que l'on choisit notre approche, tout simplement, ça, on va donner place à notre échantillon. Donc, quel échantillon pour quelle approche, d'accord? Et bien sûr, l'échantillon qualitatif n'est pas pareil que l'échantillon quantitatif. Et puis, bien sûr, la sixième étape, c'est l'opérationnalisation. Donc, par quoi mesurer les concepts, d'accord? Donc là, c'est la traduction en fait des concepts aux indicateurs mesurables. Puis, la septième étape, c'est la collecte des données. Donc, comment ou par quel mode de mesure, c'est-à-dire les mesures qualitatives ou bien quantitatives. Et puis, l'analyse des données qui est la huitième étape, c'est-à-dire quel mode de mesure pour quel mode d'analyse, c'est-à-dire l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Donc l'analyse, elle est différente d'une approche à une autre. Et la neuvième étape, donc l'avant-dernière, c'est la conceptualisation. Donc comment interpréter les indicateurs, soit la traduction, la retraduction des indicateurs au concept. Et bien sûr, là, nous aurons soit des verbatims, soit des statistiques. D'accord? Et la dernière étape, la dixième étape, c'est la rédaction et la communication des résultats. Et bien sûr, nous allons voir à qui communiquer les résultats et comment. Et bien sûr, nous allons voir comment rédiger des supports de communication et comment les écrire surtout. Donc là, c'est par rapport aux 10 étapes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction de l'objet de recherche. Et tout simplement, quand le chercheur, bien sûr, on a choisi le paradigme épistémologique et du coup, le chercheur, il part à la recherche d'une connaissance, d'accord? Il part à la recherche d'une réponse. Alors, bien évidemment, il ne peut pas partir qu'à condition de savoir la question à laquelle il s'efforce de répondre et au moins de manière générale. Et du coup, c'est là la construction de l'objet de recherche. C'est une étape déterminante. Donc, c'est la première étape pour sa démarche, pour cette démarche de la recherche d'une connaissance. Et justement, c'est ce qui va lui permettre de cerner et d'élaborer cette question qui va être large et générale et qui lui permet en fait de réfléchir sur le type de réponse qu'il voudrait donc trouver. Alors, si on a envie de définir ce qu'est l'objet de recherche, tout simplement, cet objet de recherche, c'est une question générale ou encore qu'on appelle la problématique que la recherche s'efforce de satisfaire et l'objectif que l'on cherche à atteindre. D'accord? Et du coup, il consiste en une question relativement large et générale, comme j'ai dit, qui se distingue des questions de recherche qui, elles, sont des expressions plus précises et opératoires de la question générale. La majorité du temps, nous avons une problématique et même quand on rédige, à partir de cette problématique, vont émerger des questions de recherche plus précises. Et cette problématique ou bien cet objet de recherche, c'est une question traduisant aussi le projet de connaissance du chercheur.
Et puis, tout simplement, pour Poésie et Marshall, l'objet de recherche pour eux, c'est une question qui lie et qui articule ou interroge des objets théoriques, méthodologiques et bien sûr l'élaboration. Donc quand on est dans l'élaboration d'une réponse qui est purement conceptuelle et scientifique, tout simplement le projet de la connaissance revient lui aussi donc soit comme j'ai dit, à l'élaboration d'une réponse, d'accord? Donc on est par rapport à ce point. Donc l'élaboration ou la participation à l'élaboration donc de lois, d'accord? Et bien sûr qui vise soit à décrire, soit à expliquer, bien sûr en comprenant des faits, ou bien de prédire le monde social. Puis, autre élément, tout simplement, on est dans l'élaboration d'une réponse qui est plus technique. D'accord? Donc des outils, donc l'élaboration des outils qui se basent ou non sur les lois. D'accord? Et c'est en fonction du positionnement épistémologique. En visant par exemple à prescrire, à changer le monde social, et ainsi que leur éventuelle implication qui se traduit donc dans les faits ou bien les événements empiriques. D'accord? Et bien sûr, les deux projets, qu'ils soient scientifiques ou bien, par contre théoriques, ou méthodologiques, donc les deux projets peuvent être vus comme incompatibles ou bien leur combinaison au contraire est encouragée. D'accord? Entre théorique et empirique, et cette question revient donc au positionnement épistémologique donc du chercheur. Puis, bien sûr, nous avons le point de départ ou bien ce qui lie bien sûr l'objet de la recherche, c'est en fait une question qui lie et qui articule ou interroge des objets théoriques, c'est-à-dire des concepts, des modèles, des théories. C'est aussi tout ce qui est méthodologique, c'est-à-dire les outils de mesure, les échelles, les outils de gestion, ou encore empirique, c'est-à-dire les faits qui ne portent pas fondamentalement en eux-mêmes une interrogation. Et du coup, tout simplement, le chercheur, ou bien les auteurs, quand on est dans la recherche, ils sont d'accord sur le fait qu'on peut décrire un objet. D'accord? Décrire un objet, c'est-à-dire un objet, on va dire qu'on est dans un concept. D'accord? Donc on est dans un certain concept. Et du coup, tout simplement, le chercheur ne va que décrire cet objet. Et du coup, ici, nous allons être dans un objet sans relation. D'accord? C'est que vraiment, votre recherche ou bien votre thèse ne va s'intéresser qu'à la description. C'est surtout quand on est dans l'interprétativisme, etc. Donc, on est dans l'interprétation. D'accord? Mais des fois, on cherche donc à expliquer. D'accord? Et du coup, tout simplement, on essaie de trouver soit des relations, soit des relations de cause à effet. Donc, soit des objets ayant une certaine relation. Donc, on va décrire aussi. Nous pouvons avoir, par exemple, deux concepts. D'accord? Et du coup, concept 1 et concept 2 qui sont en relation. D'accord? Mais aucune cause à effet. Et là aussi, donc là, on est dans un objet avec relation. Et là, tout simplement, là aussi, on sera dans l'explication. Donc, dans la description. Mais à un moment donné, quand on a envie d'expliquer, d'accord, c'est quand on a en fait deux concepts, d'accord, donc C1 et C2, d'accord. Bon, ici on est dans la relation, d'accord, mais au niveau de l'explication, tout simplement, on cherche une structure causale et du coup on est dans une relation, tout simplement
causal. Et là, bien sûr, comme j'ai dit, c'est le fait que le chercheur va chercher, dans la recherche, c'est plutôt l'explication et donc prédire un comportement à l'aide, bien sûr, de cette structure causale, donc de cause à effet. Et bien sûr, c'est là où on choisit plutôt quand on est dans le positivisme. Et là, on est dans un objet qu'on appelle avec relation causale. Ok, donc nous pouvons dire que quand on est dans la recherche, soit on est dans la description de concept ou bien d'un objet, ou bien dans la description d'objets ayant une certaine relation, ou on est dans, donc là, on va dire que là, on est dans la description, ok? Donc ici, on est plutôt dans la description. Alors que quand on est dans des relations, on va dire, causales, tout simplement, ici, on est dans l'explication. Ok? Et c'est cette finalité et cet objectif qui fait que le chercheur, avec son paradigme épistémologique et avec l'objectif soit explorer ou décrire ou bien expliquer et vérifier, que ça va donner naissance donc à la méthodologie donc de recherche et la méthodologie qui va être choisie par le chercheur. Et donc là, on essaie de continuer. Donc là, c'est par rapport à la finalité. Mais toute recherche a un point de départ. Quelle que soit la recherche, il y a un point de départ de la construction de l'objet de recherche. C'est-à-dire, savoir ce qu'on cherche apparaît donc comme une condition nécessaire à tout travail de recherche. D'accord? Mais malheureusement, le savoir d'un problème spécifique auquel on voudrait répondre n'est pas donné, d'accord? Mais se construit dans la conscience du chercheur avec les différents points de départ possibles. Et bien sûr, ces points de départ, ça pourrait être tout simplement donc des lacunes, c'est-à-dire ou une insuffisance conceptuelle dans les concepts, les théories ou les modèles théoriques, lors bien sûr de la lecture de travaux de recherche. Donc ça peut être un point de départ pour le chercheur. Ou par exemple, ça pourrait être également une méthodologie, c'est-à-dire une interrogation aux propositions des outils et approches méthodologiques utilisées par la recherche. Également, ça pourrait être un problème concret, c'est-à-dire les difficultés ou problèmes empiriques surtout dans une recherche-action. Ça pourrait être également un terrain, d'accord? Donc le terrain ou le contexte d'étude fait que ça pourrait être un point de départ pour le chercheur. Ou bien sûr un domaine d'intérêt, et donc dans le domaine d'intérêt, donc un thème particulier auquel s'intéresse le chercheur. Et du coup, tout simplement, il faut noter que la construction de l'objet de recherche, elle est évolutive et transformable. Donc tout au long, c'est pour ça, les recherches, c'est 3 ans, 4 ans et plus. Tout simplement, la construction de cet objet de recherche, elle est évolutive et elle est transformable. C'est-à-dire que l'objet initial peut donc changer au fur et à mesure donc de l'évolution de la démarche de recherche donc du chercheur, c'est-à-dire en termes d'opérationnalisation et en termes de revue de la littérature. C'est que le chercheur, il commence à acquérir une certaine maturité, d'accord, une certaine prise de conscience, une certaine réflexion, tout simplement chez le chercheur, ok? Et du coup, tout simplement, c'est le point de départ. Et puis, il y a d'autres dimensions de cet objet de recherche. C'est-à-dire que là, il faut intégrer en fait 2 aspects qui paraissent en fait pertinents vis-à-vis du thème donc de l'objet de recherche. Ce sont ce qu'on appelle les types d'objets de recherche. D'accord? Il faut connaître, et c'est ce qu'on va voir dans ce qui suit, il y a des types d'objets de recherche.
de contenu et de processus. Et également le placement de cet objet de recherche dans le temps. D'accord? Et du coup, tout simplement, est-ce que c'est un état statique ou dynamique, d'accord, qui change dans le temps, ou bien il y a une certaine évolution longitudinale, et on va voir ce qu'est cette notion de longitudinale. Et du coup, tout simplement, nous allons commencer par la première notion qui est les types d'objets de recherche, mais plutôt l'objet de recherche en tant que contenu. Et du coup, tout simplement ici, le chercheur, il mène en fait une recherche sur le contenu pour mettre en évidence de quoi se compose l'objet qu'il étudie. C'est-à-dire, il peut mener une recherche sur le contenu en vue d'une description, donc comme j'ai dit, soit pour décrire, ou bien en vue d'une explication. Donc c'est le schéma. C'est soit on est dans la description, soit on est dans l'explication, et on peut être dans les deux, comme ce qu'on a vu avec le post-positivisme. D'accord? Et donc l'objectif d'une recherche descriptive sur le contenu est d'améliorer la compréhension de l'objet étudié, surmonter sa complexité, explorer un nouveau domaine méconnu. Et donc une recherche qui est plutôt explicative sur le contenu visera plutôt à comprendre et à mettre en évidence des liens causaux, donc des liens de causalité qui se nouent entre les éléments et qui expliquent finalement la forme de l'objet étudié. Et du coup, tout simplement, deux approches en fait qui sont possibles, donc deux approches qui sont possibles entre autres pour la recherche descriptive sur le contenu, d'accord? Et nous pouvons dire en fait que ces deux approches reviennent plus ou moins aux méthodes un peu cartésiennes de l'analyse et de la synthèse, donc des approches qui sont plutôt analytiques. Et la première approche en fait, c'est cette décomposition de l'objet, c'est-à-dire ça permet donc la première approche, elle consiste à décomposer l'objet étudié en un certain nombre tout simplement de caractéristiques, comme vous voyez, élémentaires, des sous-unités, des concepts et des éléments et leurs relations. Puis la seconde approche, c'est tout simplement qui est plus global et vise à mieux appréhender l'objet dans son ensemble, d'accord, c'est-à-dire l'identification donc de forme, plutôt qu'en le décomposant, et donc l'accent sur l'interdépendance en fait des éléments dans leur ensemble. Et cette approche, elle est assez particulière et assez complexe, et elle consiste en fait sur une démarche inductive et empirique et faisant appel à des techniques donc de classification et de structuration. Et là, bien sûr, il faut bien sûr déterminer les frontières, et bien évidemment, les deux approches, tout simplement, peuvent être utilisées tout simplement ensemble. On peut être dans une approche analytique, comme qu'on peut être donc dans l'approche qui est plus systémique, on est dans un ensemble, d'accord? Et là, ça nous rappelle un peu quand on utilise les deux approches, ça nous rappelle un peu le post-positivisme. Ok? Donc il faut toujours relier votre paradigme épistémologique. Donc quand on est dans une globalité, puis on essaie d'analyser, on est dans l'analytique, tout simplement, ça nous permet d'avoir deux paradigmes et donc être dans l'induction et dans la déduction. Alors, puis il y a des questions en fait, il y a des questions qui permettent d'expliquer le contenu sur lequel relève donc très souvent, quand on est dans l'hypothético-déductif, on est la plupart du temps dans une démarche quantitative, d'accord? Et là, quand on est dans une démarche bien sûr hypothético-déductive et une démarche quantitative, tout simplement, la majorité du temps, on est dans le positivisme. Parce que qui dit positivisme, tout simplement, c'est le test d'hypothèse. Et ce test d'hypothèse, en fait, c'est tout simplement, c'est la base et c'est la proposition d'un modèle conceptuel. On ne peut
on ne peut pas proposer un modèle, on ne peut pas déjà énoncer des hypothèses si à la base nous n'avons pas un modèle conceptuel, d'accord? Donc le modèle conceptuel, ce sont des variables, donc le troisième c'est qui permet d'expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des variables qui ont des relations causales, d'accord? Et du coup, une fois qu'on a un modèle où il y a des relations causales, on peut énoncer. Donc l'hypothèse, en fait, c'est cette relation entre, par exemple, on modélise, par exemple, on va dire, on a juste un modèle. Donc là, ce sont des variables. Donc là, ce sont des variables. Et du coup, tout simplement, c'est des variables qui ont des relations causales. Et notre première hypothèse, c'est cette variable influence positivement cette variable. Il faut noter que toujours les hypothèses sont positives jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Et du coup, tout simplement, quand on a envie d'expliquer le contenu, donc on a vu d'écrire le contenu et on a l'explication du contenu, tout simplement quand on cherche à expliquer, on est dans le positivisme, on met en évidence une causalité des concepts, donc dans le cadre du contenu et par exemple, tout simplement, on propose un modèle donc conceptuel et les relations entre ces modèles, c'est vos hypothèses. Ok? Donc là, c'est par rapport à l'explication du modèle conceptuel. Et bien sûr, les méthodes et les outils de recherche, bien sûr, vont se différencier en fonction de ces objectifs qui ont été déterminés, c'est-à-dire d'écrire ou expliquer le contenu. Mais bien sûr, le chercheur aura des problèmes, d'accord? Il se verra confronté dans les deux cas, que ce soit pour la description ou pour l'explication, tout simplement, le chercheur, puisqu'il doit mettre en évidence la composition de la variable qu'il étudie, soit il doit porter une attention particulière à la précision et à la définition de son objet, d'accord? Formuler les questions cohérentes en fonction du modèle théorique ou empirique, d'accord? Et là, partant bien sûr des concepts ou bien des faits, et bien sûr bien définir le niveau d'analyse de l'objet étudié. Et là, c'est bien sûr une décomposition plus ou moins fine ou plus ou moins en profondeur, d'accord, de cet objet. Donc là, soit on est dans la description, soit on est dans l'explication. Et plus on est en profondeur, plus on est dans une démarche inductive, qualitative, et on cherche donc à décrire, d'accord? Donc là, c'est par rapport à l'objet de recherche en tant que contenu, d'accord? Mais on a également un objet de recherche en tant que processus. Et là, l'objet que le chercheur entend décrire ou comprendre, donc là aussi, même dans le processus, on cherche à décrire et à expliquer ou bien à comprendre, c'est que c'est plutôt opérationnalisé sous la forme d'une variable dont l'évolution ou encore la transformation ou bien le changement sont étudiés. Et là, le chercheur, tout simplement, décrit, d'accord? Il décrit l'évolution, d'accord? Comme vous voyez, donc il décrit, analyse le comment une variable, elle évolue dans le temps et bien sûr le profil de son évolution, sa durée, sa périodicité, la tendance de son évolution et en vue de mettre en évidence les intervalles de temps qui composent bien sûr le processus. D'accord? Et bien sûr, ceci va conduire à l'identification des séquences, des cycles et qui décrit bien sûr le comportement des variables mais dans le temps. Et du coup, tout simplement, tout comme donc la recherche sur le contenu, la recherche sur un processus, tout simplement peut être menée par la description des composants d'un processus, d'accord, dans son ensemble, ou bien tout simplement l'explication, et bien sûr là l'explication du phénomène observé, c'est l'étude de l'influence d'un processus, c'est-à-dire l'évaluation ou bien l'évolution de la variable x sur un autre processus, c'est-à-dire l'évolution de la variable donc y, c'est-à-dire que là on est dans un processus qui change dans le temps. Et bien sûr, le chercheur peut faire face également, comme pour le contenu, à différents problèmes dans la démarche. Donc, trois principaux problèmes relatifs donc à la recherche donc sur le processus. C'est le problème de la connaissance
et donc de la décomposition de variables processuelles à étudier, et donc la question de savoir quel élément retenir. Le problème également de la délimitation du processus étudié par rapport au temps, à l'objet et au contexte. Et enfin, le problème de l'ordonnancement des intervalles temporels dans le temps, c'est-à-dire la reconstitution de la chronologie, donc étudiée vu qu'on est dans un processus qui est modifié dans le temps. Et bien sûr, tout simplement, les deux approches sur le contenu et sur le processus, elles s'enrichissent en fait mutuellement et peuvent contribuer toutes les deux à l'étude d'un même objet relevant en fin de compte donc du contenu et du processus. Et donc on avait vu comme quoi l'objet de recherche, on a l'objet de recherche de contenu, l'objet de recherche de processus, et on a vu, et comme j'ai dit au début, cet objet de recherche il est ancré dans le temps en fait. Et du coup, tout simplement, quand l'objet de recherche, on l'étudie dans le temps, soit on est dans ce qu'on appelle l'étude transversale ou longitudinale, c'est-à-dire que le temps joue un rôle important dans la recherche, ainsi que les fondements des études, surtout longitudinales. D'accord? Et bien sûr, vous allez les trouver aussi dans l'ouvrage de Thiétard et qui ont été développés par Desrumez et Forgues. Et du coup, les études longitudinales, d'accord, elles forment en fait un ensemble d'études focalisées sur l'analyse des phénomènes au cours du temps. Et là, on oppose couramment les études longitudinales aux études transversales. Tout simplement, les études longitudinales sont des études sur lesquelles les données recueillies concernent au moins deux moments distincts. Alors que les autres, donc les transversales, donc les études transversales, ce sont des données pour lesquelles, bien des études pour lesquelles les données recueillies concernent un moment donné, donc ponctuel. Et cette distinction, elle doit être bien sûr affinée puisque le recueil des données, même dans une étude transversale, elle peut être très rarement être faite sur un instant proprement dit, et du coup, tout simplement, il y a en fait on va dire des critères en fait qui permettent la définition de l'étude longitudinale. C'est-à-dire, premier critère de l'étude longitudinale, c'est le fait qu'il y a deux périodes de recueil de données distinctes. Le deuxième en fait critère, c'est que les sujets peuvent être identiques ou bien comparables d'une période à une autre. Et enfin, c'est que la comparaison des données sur ces deux périodes ou plus, donc ou observation de leur évolution. Et du coup, tout simplement, il faut comparer les données dans la période et donc dans leur évolution. Donc là, c'est par rapport aux deux types d'approches donc dans le temps, et c'est surtout l'étude longitudinale, surtout quand les chercheurs il est en immersion et il veut donc faire une certaine différence ou bien sûr analyser un phénomène dans deux situations distinctes, c'est l'étude longitudinale qui est la plus préconisée. Et puis, il est important également pour le chercheur de réfléchir sur quelques notions clés qui sont liées à l'étude longitudinale. Comme j'ai dit, il y a le rôle du temps, qui peut être primordial ou secondaire. La chronologie qui est externe à la recherche, c'est-à-dire par exemple une date donnée, qui peut être antérieure ou postérieure. Le besoin d'introduire la notion de cohorte, c'est-à-dire que l'ensemble des observations qui ont toutes connu un même événement, comme par exemple, on va dire, la génération du baby boom. Et bien sûr, les questions préalables à la recherche, comme la période de l'analyse, le nombre de points de collecte des données et l'intervalle de temps, donc les séparant. Et tout simplement, lorsque le chercheur il choisit une étude longitudinale, il peut soit choisir de collecter les données a posteriori, c'est-à-dire étudier un phénomène révolu, ou à collecter les données en temps réel sur un phénomène bien sûr susceptible de se produire ou en cours de réalisation. Et dans les deux cas, en fait, on peut rencontrer des problèmes donc propres à chacune des démarches,
ou bien sûr toutes les deux. Et donc, par exemple, le premier cas, ça pourrait être l'accessibilité et la validité des données secondaires, donc ainsi que l'oubli et la rationalisation donc des données primaires à un temps donné. Dans le deuxième cas, le chercheur va être confronté au problème de l'interprétation des changements au cours et surtout la gestion des masses de données, d'accord? Surtout ça va impliquer peut-être de nouvelles hypothèses de travail, et donc la complexité de l'analyse. Et là, les problèmes communs donc pour les deux types donc d'études longitudinales, elles, bien sûr, ça peut comprendre le biais d'évolution de la variable explicative surtout entre les périodes de mesure ainsi que le cycle de vie des systèmes étudiés. Et donc là, c'est vraiment ces questions de temps, ces questions de gestion de la masse des informations, de l'interprétation parce que ça peut changer dans le temps et c'est vraiment les contraintes auxquelles peut faire face donc le chercheur. Et puis bien sûr, on peut ajouter en fait quelques éléments donc à cette étude longitudinale. C'est par rapport à la difficulté de définir un peu une étude transversale. C'est très dur d'avoir donc des études à un point et à un moment donné. Et du coup, tout simplement, Trochim, c'est un auteur donc dans tout ce qui est méthodologie de recherche. Il propose en fait d'utiliser non pas la notion de mesure, d'accord, mais celle de vague de mesure, c'est-à-dire lorsqu'il y en a qu'une dans une période relativement simultanée, ça peut constituer une étude transversale, c'est quand on a une seule vague. Mais si on est dans une étude longitudinale, il y aura au moins 2 vagues de mesure et donc voire plus. Et du coup, pour Trochim, il y a 2 types en fait de design d'études longitudinales. Nous avons donc, il a proposé en fait 2 types de la longitudinale. On a ce qu'on appelle les mesures répétées, d'accord? Et donc là, ce qu'on appelle aussi repeated measures, qui comprennent plusieurs vagues de mesures dans le temps, ou bien ce qu'on appelle la régression. Et du coup, qui comprennent beaucoup de vagues de mesures et mais au moins 20 vagues de mesures. Et donc c'est là on parle de régression et même dans la méthodologie après pour les statistiques, on parle de la notion de régression. D'accord? Et puis finalement il faut savoir distinguer le processus comme type d'objet de recherche et une étude longitudinale sur l'évolution du phénomène dans le temps. Et bien sûr, l'étude longitudinale, elle porte sur la dynamique plus globale de l'objet de recherche dans le temps et elle peut ainsi porter donc sur l'évolution d'un processus dans le temps. Et alors que le processus, il porte sur un aspect plus restreint où on peut en faire l'objet donc d'une étude transversale et on le mesure donc qu'une fois. D'accord? Donc là bien sûr, si nous voulons récapituler un peu, on est rentré dans pas mal de détails, mais si nous voulons en fait récapituler par rapport à cet objet de recherche et les principales caractéristiques donc que je vais vous présenter dans ce schéma. Alors, premièrement, il y a 2 types d'objets de recherche. Ok? Donc 2 types d'objets de recherche. Soit contenu, donc on essaie d'expliquer, de décrire un contenu, soit un processus. D'accord? Et bien sûr, nous avons également la finalité. C'est que l'objet de recherche va être différent d'une recherche à l'autre, d'accord? Soit nous allons chercher, par exemple à décrire, d'accord? On est dans la pure description, c'est souvent le cas quand on est dans l'exploration. Nous allons avoir également le fait d'expliquer, c'est surtout quand on est dans le positivisme, de prédire carrément.
de prédire des lois, de prédire des faits, etc. ou de prescrire. Et c'est là, c'est surtout quand on sort avec certaines recommandations et certaines prescriptions. Et tout simplement, comme pour donc la fin de la vidéo, tout simplement, l'objet de recherche, il peut être en fait dans un état statique, c'est-à-dire à un moment donné, on fait notre étude sur un état statique, et c'est là où on est dans ce qu'on appelle une étude donc transversale, ok. Et puis, tout simplement, transversale, excusez-moi. Et puis, il peut être, contrairement à l'état statique, il peut être dynamique et donc qui évolue dans le temps, et c'est là où le chercheur va essayer de comprendre l'évolution de l'objet de recherche entre deux vagues de mesures, comme on a vu. Donc la régression, c'est surtout quand on a plus de 20 vagues de mesures, et donc, on est plutôt dans un état qui est dynamique. Et là, bien sûr, on est plutôt dans une étude, ou bien une étude qui est longitudinale. D'accord ? Et bien sûr, comme j'ai dit, dans les deux cas, d'accord, soit on a comme finalité de décrire, soit on a comme finalité donc d'expliquer. Donc ce schéma, d'accord, c'est une synthèse des principales caractéristiques ou bien les objectifs. Soit vous allez chercher à décrire, donc l'objectif c'est comme, donc si vous allez revoir un peu le live ou bien la vidéo qui est sur les paradigmes, tout simplement, nous avons commencé par la première question à se poser pour choisir l'objet de recherche ou bien l'objectif, c'est tout simplement, est-ce que je cherche à explorer ou je cherche à vérifier, d'accord? Quand on est vraiment dans la description, c'est-à-dire qu'on est dans l'exploration, et quand on cherche à expliquer, d'accord, on est plutôt... Donc, quand on est dans la description, on est plutôt dans l'exploration. On essaie d'explorer, on fait un état des lieux, d'accord? Et plutôt, quand on est dans l'explication, c'est plutôt, tout simplement, vérifier, comprendre. Et on est souvent dans des relations de cause à effet. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'explication et la description qui font l'objet des recherches, surtout en sciences de gestion. Alors, cette première formation en fait sur l'objet de recherche et la construction de l'objet de recherche, donc comment rendre concret notre recherche, concrète notre recherche, touche à sa fin, et du coup donc je vous dis à la prochaine formation qui va être relative à la deuxième étape de la méthodologie de recherche, et je vous dis donc à la prochaine formation, et merci donc pour pour le temps que vous donnez et pour l'intérêt que vous donnez donc à la Doctoral Academy, et je vous remercie.